Quel bilan faites-vous de l'écosystème parisien de l'innovation? Je crois que nous avons, comme souvent d'ailleurs, mené une politique extrêmement sérieuse et persistante, parce que dans l'économie de l'innovation, quand vous investissez dans l'économie de l'innovation, il faut savoir que c'est la durée qui compte, c'est la constance et la durée. Et donc, nous avons commencé à travailler extrêmement sérieusement dès 2008 avec Bertrand Delanoë. Nous avons permis aux jeunes entreprises innovantes de trouver des lieux d'accueil avec les incubateurs. Nous leur avons permis d'être accompagnés avec l'ensemble du coaching et des systèmes d'accompagnement que nous avons mis en place. Nous leur avons permis d'expérimenter, puisque nous avons transformé l'ensemble du territoire parisien en Living Lab, de façon à ce que la preuve du concept puisse être faite in situ. Et puis nous avons cherché au maximum à ouvrir le système, à créer les conditions de l'innovation ouverte, en insistant auprès des grands comptes sur la nécessité de trouver des passerelles et des contacts avec les startups. Nous avons également aidé les pôles de compétitivité. Nous avons incité les universités, les grandes écoles et les laboratoires de recherche à coopérer avec les entreprises innovantes. Et aujourd'hui, nous commençons vraiment à récolter les fruits de ce travail, c'est-à-dire que non seulement Paris a un écosystème de l'innovation extrêmement vivant, extrêmement performant, avec beaucoup de relations entre le monde de la recherche, le monde de l'université, le monde des jeunes entreprises innovantes et le monde des grands comptes. Je dirais que ce qui nous manque comme brique aujourd'hui, c'est les PME, c'est avoir les PME dans une relation à l'intérieur de l'écosystème avec les startups du même type que celle des grandes entreprises. Et ce qui nous manque également, même si là aussi il y a des progrès qui ont été faits, c'est un système de financement plus performant, qu'il s'agisse du soutien bancaire ou du private equity et du capital risque. Mais grosso modo, la situation de Paris aujourd'hui, elle est très 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 bonne et ça se voit dans tous les classements internationaux, que ce soit en tant que ville préférée des étudiants, avec un nombre considérable d'étudiants étrangers qui étudient à Paris, que ce soit comme comme grande ville d'innovation, aussi bien dans le domaine des technologies de l'information que dans celui des éco-activités ou de la biotech, mais aussi dans tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, avec des incubateurs spécialisés dans l'économie sociale et solidaire. Et à chaque fois que nous lançons une nouvelle initiative, je pense aux dernières initiatives que nous avons pu lancer, par exemple dans le domaine du tourisme, avec l'incubateur Welcome City Lab, ou pas plus tard que cette semaine avec le projet d'incubateur sur le sport, le tremplin, nous nous rendons compte que nous faisons quand même le carton plein des candidatures. Nous nous sommes fixés des objectifs très ambitieux également sur l'accueil des startups étrangères, parce que nous pensons que, si vous voulez, le melting pot doit aussi tenir compte non seulement de la rencontre entre des créateurs d'entreprises de toute formation et de toute sensibilité, mais également avec une forte dimension cosmopolite dans les rencontres entre créateurs d'entreprises. Et ça marche bien. On vient de signer un accord avec le Canada. On accueille nos 5 premières boîtes canadiennes, francophones et anglophones, à Boussicaut. Et nous avons de plus en plus de candidatures spontanées de start-up étrangères, ce qui est un bon signal. Et l'autre très bon signal que chacun connaît, c'est la prolifération d'incubateurs d'origine privée, à commencer par le plus grand d'entre tous, la Alfred Ciné, qui sera le plus grand incubateur du monde et qui sera un peu le vaisseau amiral de notre système, de notre écosystème d'innovation. Paris est reconnu maintenant à l'échelle internationale comme une des grandes capitales en matière d'innovation et comme un lieu très spécial parce que justement une de nos particularités c'est d'être extrêmement ouvert,
d'avoir toujours eu une approche de la base vers le sommet. On n'a pas défini à l'avance le type de cluster que nous souhaitions. On a toujours dit, voyons quelles sont les initiatives et essayons de les accompagner. Et puis, il y a une diversité dans nos systèmes de lieux d'innovation qui fait l'admiration. Et je pense que nous avons vraiment trouvé là un modèle qui correspond bien au code génétique parisien. Est-ce que vous avez des regrets particuliers? On a toujours des regrets. J'ai mené la candidature de Paris à la grande manifestation mondiale 3GSM sur la téléphonie mobile contre Barcelone et quelques autres. Nous n'avons pas gagné de très peu contre Barcelone et franchement ça m'aurait plu d'avoir cette manifestation à Paris. Je pense aussi que j'aurais aimé faire plus dans notre capacité à attirer des grandes universités internationales à Paris. Je pense que Paris a pour vocation d'être une terre d'accueil pour l'intelligence et notamment dans le domaine de la recherche. Alors, on a déjà fait pas mal. Vous avez vu que New York University s'installe au boulevard Saint-Germain et c'est un très très gros projet que New York University. Nous avons quelques éléments du MIT, de Harvard qui sont sur Paris ou sur la région parisienne, mais je pense qu'on doit pouvoir faire mieux dans ce domaine-là. On avait un projet notamment le Technion et le SPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, qui a failli voir le jour et en fait qui s'est cassé la figure tout simplement parce que le Technion a été emporté dans l'affaire Madoff. Il y avait une partie des financements qui devaient venir de fonds qui avaient été investis dans les fonds de Madoff et je me souviens très bien du coup de fil que j'ai reçu un jour du président du Technion me disant qu'il était absolument désolé mais que le projet qu'on avait monté n'allait pas pouvoir se faire. Donc vous avez toujours des regrets, vous savez, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Je regrette également d'avoir manqué à 3 voix près le vote du Conseil de Paris sur la tour Triangle, mais ça ne veut pas dire que la tour Triangle ne se fera pas disparaître. Je pense que nous avons encore la possibilité de la sauver. Donc, quand vous entreprenez, par définition, parfois vous réussissez, parfois vous échouez. On dit souvent que l'échec est beaucoup plus formateur que le succès, c'est vrai. Et je pense que si jamais on fait le bilan, en tout cas de ce que j'ai pu faire avec Bertrand Delanoë lors de la précédente mandature, on a eu plus de succès que d'échecs. Et ça se voit aujourd'hui dans le dynamisme de Paris en matière d'économie de l'innovation. Et votre plus grande fierté, s'il y en avait une à retenir? Oui, je suis fier d'avoir conçu un projet dans l'indifférence générale. Hein. Vous savez, quand en 2008 je disais on va faire 100 000 mètres carrés d'incubateur, d'abord il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Quand on parlait de Living Lab à l'époque, on vous demandait de parler français pour l'essentiel. Hein. Vous pouvez dire territoire d'expérimentation. Enfin, la question n'est pas là. La question est qu'à un moment donné, on est venu, on avait un projet global et on a mis en œuvre ce projet global. Et on l'a fait sur la base d'un pari, c'est-à-dire que l'économie de l'innovation, c'est le moteur de la prospérité des grandes métropoles au XXIe siècle. Ce pari, on s'appuyait quand même sur des études scientifiques extrêmement sérieuses. C'était pas seulement à Paris, c'était quand même un raisonnement qui était posé. Et je pense que mon plus grand sujet de fierté, c'est qu'aujourd'hui, je reçois des mails de gens qui me disent voilà, on crée un accélérateur ou on crée un incubateur, il est entièrement financé, on veut juste que vous veniez l'inaugurer. Et ça, c'est formidable, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, on va en faire un dans très bientôt, le Shaker, qui a été créé par Partech, dans le 2e arrondissement de Paris, rue du Mail. Voilà un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés consacré à l'accueil de start-up et à l'accélération et sur lequel la ville de Paris se contente de faire l'inauguration. Ça, c'est formidable.
je dirais, de difficultés économiques, on puisse encore laisser des traces durables, comme sur Paris, au niveau urbanisme, comme a pu le faire le baron Haussmann en son temps? Bon, une trace comme Haussmann, non. La réponse est clairement non, tout simplement parce que Haussmann, à l'époque, quand il décidait de virer des quartiers entiers et de les remplacer par des grandes avenues, il n'y avait pas d'association de défense, et il n'y avait pas de recours au tribunal administratif, et il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est très bien, parce que c'est la démocratie. Je veux dire, le fait que les gens puissent dire non, je ne suis pas d'accord, qu'ils puissent le dire à travers leur vote, mais aussi à travers des recours, n'est pas choquant, bien au contraire. C'est quelque chose qui traduit le fait que nous vivons dans une autre période. Vous savez, je donne souvent cet exemple parce qu'il est amusant. Quand il y a eu la construction du métro parisien, je crois que c'est Bienvenu, un des ingénieurs qui construisait le métro, qui a laissé son nom d'ailleurs à la station de métro Montparnasse Bienvenu, ils étaient confrontés à un problème qui était la traversée de la Seine. Et à l'époque, il n'y avait pas les tunneliers. Et donc, il s'est dit, on va geler un bras de la Seine, ce qui va permettre aux gens de travailler sans risque d'inondation. Et puis après, on va faire pareil de l'autre côté, puis on va traverser la Seine. Et donc, ils ont jeté, je ne sais pas combien de tonnes de chlorure, de je ne sais quoi, pour geler un bras de la Seine. On était en 1903. Et ils ont travaillé comme ça. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui dit on va geler un bras de la Seine en jetant des produits chimiques dedans? Donc si vous voulez, c'était une autre période, c'était un autre monde, et ce monde-là a disparu. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même Mais on innover. peut quand même faire des choses. Regardez l'appel à projets innovants que nous avons lancé sur 23 sites parisiens. Il a suscité l'intérêt dans le monde entier. Et la façon dont nous avons posé le problème en disant voilà, il y a des morceaux de ville comme ça, il faut apprendre maintenant dans les grandes villes, au centre en tout cas, il faut apprendre à construire la ville sur la ville. On n'a plus ces grandes friches, on n'est pas en train d'inventer une ville, on est en train de réinventer une ville, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc cet appel à projet, parce que nous avons pris la peine d'essayer de définir ce que nous entendions par innovation urbaine et architecturale, parce que nous avons défini des règles du jeu extrêmement claires et extrêmement stimulantes pour les urbanistes, les architectes, mais aussi les investisseurs du monde entier. Eh bien, nous avons suscité un intérêt considérable, et j'ai bon espoir que des projets véritablement nouveaux, véritablement d'avant-garde émergent à l'occasion de cet appel à projet. Donc il est possible quand même, malgré le fait que nous sommes dans un système réglementaire beaucoup plus contraignant, dans un système où les discussions et les oppositions peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus forte, et aussi du coup dans un système beaucoup plus lent en matière d'exécution, je pense que l'on peut malgré tout cela, stimuler l'innovation et inciter les gens à penser hors de la boîte.